L'année 1996 a tout changé. L'arrivée des talibans n'a pas seulement déplacé les frontières politiques, elle a installé une terreur glaciale dans chaque foyer. Pourquoi cette peur était-elle différente? Les obus avaient cessé de tomber. Mais une nouvelle menace planait spécifiquement sur la moitié de la population. Les femmes sont devenues des cibles prioritaires. Du jour au lendemain, leur existence a été effacée. Interdiction de travailler, fermeture des écoles, obligation de porter le tchadri. Les règles sont tombées comme des couperets. À première vue, un retour à l'ordre moral, mais en réalité, une traque systématique. La brutalité ne se cachait pas derrière les murs des prisons. Les nouvelles lois s'appliquaient en plein jour. Les châtiments corporels sont devenus des événements publics, mis en scène pour l'exemple. Sur les images d'archives, on voit des milliers d'hommes assis dans les tribunes du stade de Kaboul. Au centre du terrain, une silhouette seule sous un voile bleu. On entend le sifflement du fouet ou le bruit des pierres. C'était un message clair. La foule regardait en silence. La peur s'est incrustée dans les esprits. Une génération entière de femmes a appris à raser les murs, à disparaître sous le tissu, à étouffer sa propre voix. Cette marque est indélébile. Aujourd'hui encore, l'ombre de cette époque hante les rues du pays. 1970. C'était une décennie de possibilités avant l'effondrement total. Pourquoi Kaboul semblait-elle si libre à cette époque? La ville vivait au rythme de la modernisation. Mais les montagnes environnantes n'oubliaient pas la tradition. Dans les rues de Kaboul, d'Héra et de Mazar-e-Sharif, la vie quotidienne offrait encore des opportunités concrètes aux femmes. Elles pouvaient s'inscrire à l'université. Elles pouvaient signer des contrats de travail. Personne ne les arrêtait au checkpoint pour vérifier leur tenue. L'université de Kaboul accueillait des milliers d'étudiantes au milieu des années 70. Elles ne remplissaient pas seulement les bancs, elles dominaient les facultés de médecine, de littérature et de droit. Les hôpitaux dépendaient entièrement de ces femmes médecins et infirmières. De nombreux patients refusaient même d'être soignés par des hommes. Dans les banques et les administrations, la présence féminine était la norme. Sur les images d'archives, on voit des femmes manipulent des liasses de billets et gèrent les dossiers administratifs sans voile intégral. Les écolières marchaient vers leur classe, sac à dos sur les épaules et livres à la main. Certaines portaient un foulard léger, d'autres marchaient à tête nue. Le choix leur appartenait encore. Les familles passèrent leur week-end dans les jardins publics ou au bord des lacs. Radio Kaboul diffusait de la musique populaire. Les cinémas projetaient eux des films étrangers. Les librairies vendèrent des romans venus de toute la région. Les villes respiraient une atmosphère légère. Mais ce calme n'était qu'une parenthèse. Le 24 décembre 1979, l'Union soviétique a envahi le territoire. Les combats n'ont pas seulement visé les soldats. Ils ont détruit les routes, pulvérisé les maisons et rasé des quartiers entiers. Les roquettes frappaient désormais ces villes autrefois paisibles. La population a dû fuir. Des familles entières ont abandonné leurs biens pour marcher vers le Pakistan ou l'Iran. Le bilan est lourd. La guerre a tué environ 1 million d'Afghans en 10 ans. Pendant le conflit, diverses milices locales se sont formées. Chacune avait son chef. Chacune avait ses propres règles. Certaines protégeaient les civils, d'autres pillaient les villages. À première vue, une résistance unie contre l'envahisseur. Mais en réalité, une lutte de pouvoir interne prête à exploser. Quand les soviétiques se sont retirés en 1989, l'espoir a été bref. Les milices ont retourné leurs armes les unes contre les autres. La situation s'est aggravée. Entre 1992 et 1994, Kaboul est devenue une zone de mort. Les roquettes tombaient quotidiennement sur les marchés, les bus et les habitations. On entend le sifflement des obus, puis le silence, puis les cris. Les femmes tentèrent de survivre, mais leur espace de liberté disparaissait à chaque nouvelle attaque. L'insécurité était totale. La population était à bout de force. Les gens ne demandaient plus la démocratie ou la liberté. Ils voulaient simplement que le bruit des armes cesse. Le chaos avait gagné. 1994, près de Kandahar. C'est ici que tout a commencé. Pourquoi ce groupe a-t-il émergé à ce moment précis? Le pays sombrait dans le chaos total. Mais ces hommes promettaient l'ordre absolu. Ils se faisaient appeler les talibans. Leur chef était un fantôme pour beaucoup, le Mollah Mohamed Omar, un ancien combattant endurci. Sur les rares images d'époque, un détail marque les esprits. Il a perdu un œil durant la guerre contre les soviétiques. Ses troupes n'étaient loin de pas des soldats classiques, c'étaient là souvent de très jeunes hommes, des orphelins ayant grandi dans la poussière des camps de réfugiés.
Leur éducation se limitait à des écoles religieuses strictes, pas de mathématiques, pas d'histoire, uniquement les textes sacrés. Ils étaient disciplinés, austères et portés par une mission unique, imposer leurs propres lois. À première vue, une simple milice d'étudiants en théologie, mais en réalité, une machine de guerre implacable. Le sud de l'Afghanistan n'en pouvait plus. Les vols étaient quotidiens, les enlèvements, monnaie courante. Les milices locales exigeaient des pots de vin à chaque carrefour. La population était à bout de souffle. C'est alors que les talibans ont frappé un grand coup. Ils ont capturé un groupe de criminels locaux. Le châtiment a été immédiat et public. On entend encore les clameurs des villageois sur les enregistrements. Pour eux, ce n'était pas de la brutalité. C'était enfin une solution. Le soutien populaire s'est propagé comme une traînée de poudre. En moins d'un an, la province de Kandahar était sous contrôle total. Mais ce n'était que le début de l'ascension, début de l'an 1995. Les talibans ont pivoté vers le nord et l'est. Ghazni, Zabul, une partie du Helmand. Les villes tombaient les unes après les autres. Leurs combattants avançaient presque sans tirer. Pourquoi ? Parce que les chefs de guerre adverses étaient affaiblis et détestés. Leurs hommes déposèrent les armes. À chaque ville conquise, le scénario se répétait. Fermeture des tribunaux locaux, installation de juges talibans, application immédiate de la charia. Au milieu de l'année 1996, le sud et l'ouest leur appartenaient. Septembre 1996, le moment de bascule. Le siège de Kaboul n'a duré que 2 jours. Les combats ont été féroces mais brefs. Les leaders du gouvernement ont pris la fuite. Ils ont abandonné la capitale. À l'image, des colonnes de pick-up entrent dans la ville sous les regards stupéfaits des habitants. L'émirat islamique d'Afghanistan a été proclamé. La vie a changé en 1 seconde. Les femmes ont reçu l'ordre de disparaître de l'espace public. Interdiction de travailler dans les bureaux, interdiction d'exercer dans les hôpitaux. Les portes des écoles pour filles ont été cadenassées dès les premières semaines. Les règles vestimentaires se sont durcies. Sortir de chez soi sans un parent masculin devenait un acte dangereux. On voit sur les vidéos d'archives des hommes armés patrouillent pour vérifier la longueur des barbes. La culture a été effacée, la musique interdite, les cinémas fermés, les téléviseurs brisés. Toute forme de divertissement a disparu du jour au lendemain. Au début, certains pensèrent que c'était temporaire, des avertissements verbaux. La population espérait un assouplissement avec le temps. C'était une erreur fatale. L'organisation s'est structurée. L'application des règles est devenue systématique. Il punissait quiconque osait enfreindre la moindre restriction. Un voile mal ajusté, une cassette audio cachée et la sentence tombait. La peur n'était plus une émotion, c'était devenu un régime politique. 30 000 places. C'était la capacité officielle du stade Ghazi avant qu'il ne change de fonction. Ce lieu, autrefois réservé aux matchs de football, est devenu le théâtre principal des châtiments publics. Plus tard, le grand stade des sports de Kaboul a subi le même sort. Pourquoi les talibans ont-ils choisi des stades ? Ils avaient besoin d'une arène. Les gradins permettaient de rassembler des milliers de spectateurs. Le régime voulait que la foule entière soit témoin des conséquences de la désobéissance. Sur les images d'archives, on distingue des silhouettes en burqa au centre de la pelouse. Les accusations pleuvaient, souvent pour des détails infimes. Une femme a été traînée là pour avoir marché dans la rue sans un tuteur masculin. Une autre a subi le fouet pour une raison sonore. Ses chaussures claquaient trop fort sur le bitume. Ce bruit était jugé provocateur. Une enseignante a tenté de retourner à son école, espérant simplement reprendre son travail. Elle a été arrêtée avant même de franchir le seuil de sa classe. Chaque dossier était différent, mais le signal envoyé était unique. Sous le nouveau système, les femmes n'avaient plus le droit de se déplacer, de travailler ou d'agir. Les combattants talibans ne portaient non pas de simples matraques de police. Ils tenaient des câbles électriques, des bâtons en bois, des fouets en cuir tressé. Le nombre de coups variait selon l'humeur du juge et la nature de la faute, parfois 10, parfois plus de 30. La foule retenait son souffle. Les habitants de Kaboul n'avaient jamais vu une telle violence exposée aussi ouvertement. Les conséquences ont été immédiates. Celles qui marchaient autrefois vers leur bureau avec assurance se sont terrées chez elles. Des jours entiers passaient, sans qu'elles n'osent ne sortir. Les familles interdisaient à leurs filles de franchir la porte, même pour acheter du pain ou des médicaments. À première vue, un hôpital en fonctionnement. Mais en réalité, un bâtiment paralysé. Les établissements de santé ont sombré dans le chaos. Le personnel féminin expérimenté a été évincé du jour au lendemain. Les services tournaient au ralenti.
En voyant cette paralysie, les talibans ont compris une chose essentielle. La peur publique permettait de contrôler la ville sans effort. Cette assurance les a poussés à durcir encore le ton. Mais ce n'était que le début de l'expansion. En l'an 1997, la carte du pays a changé de couleur. L'emprise des talibans s'étendait désormais sur la majeure partie de l'Afghanistan. Leurs colonnes de véhicules avançaient, prenant les villes les unes après les autres. Herat, Farah, Nimroz, Uruzgan, Helmand. Toutes ces provinces sont tombées sous leur autorité. Dès la prise d'une ville, un nouveau commandant était nommé. Chacun imposait sa propre version de la loi. Les châtiments changeaient d'une région à l'autre, mais la terreur restait identique. Herat est devenu l'un des endroits les plus durs pour les femmes. Le mollah Abdulmanan Niazi, chargé de la région, a instauré des restrictions brutales. Les hôpitaux locaux étaient déjà dévastés par des années de guerre. Pourtant, quand des infirmières se sont présentées pour soigner les blessés, elles n'ont reçu aucun remerciement. Elles ont été battues. Leur faute était de travailler sans autorisation écrite. À Kaboul, l'horreur est devenue une routine administrative. Chaque semaine apportait son lot d'accusations absurdes. Certaines femmes n'étaient pas coupables de porter des chaussettes jugées trop fines. D'autres marchaient avec une démarche considérée comme trop audacieuse. Les blessures infligées lors des punitions étaient graves. Dans la pénombre, on devine l'activité clandestine des médecins. La nuit, des femmes blessées cherchèrent des soins en secret. Les docteurs traitaient des ecchymoses profondes, des coupures ouvertes et des os brisés. Ils savaient pourtant le risque. Soigner une femme sans la permission du régime pouvait les conduire, eux aussi, au stade. Pour maintenir cette pression, les talibans s'appuyaient sur une unité spéciale, le département pour la promotion de la vertu et la prévention du vice. Ces officiers patrouillaient dans les marchés. Sous le bras, ils gardaient toujours un long bâton. Ils stationnaient au coin des rues, scrutant les passantes, prêts à interroger n'importe qui sur n'importe quel détail. La peur s'est infiltrée jusque dans les maisons. Les fenêtres sont devenues des sources de danger. Les familles ont cloué des rideaux épais pour bloquer la vue. Les filles restaient loin de la lumière du jour. Une vie normale a tout simplement disparu. Août 1998, c'est la date précise où la vie normale a cessé d'exister pour des centaines de milliers de personnes. Les talibans ont forcé les lignes de défense et ont pénétré dans Mazar-i-Sharif. Ce n'était pas une simple escarmouche. La bataille pour ce centre stratégique du Nord a duré plusieurs jours. Les tirs d'artillerie résonnaient jour et nuit. Quand la ville est finalement tombée, le bilan était lourd. Des civils gisaient dans les rues. La panique s'est répandue plus vite que la poudre. Pourquoi la résistance s'est-elle effondrée? Mazar-i-Sharif était une forteresse peuplée. Mais la brutalité de l'assaut a brisé toutes les défenses physiques et psychologiques. Les conséquences ont été immédiates. En une seule semaine, la société a été purgée. Les femmes professeurs à l'université de Balkh ont reçu l'ordre de partir. Les avocates ont été chassées des tribunaux. Les employés des bureaux gouvernementaux ont dû vider leurs casiers. À l'image, les portes des écoles de filles sont cadenassées. Des milliers d'étudiantes se sont retrouvées à la rue sans aucun recours. L'instruction s'est arrêtée net, mais ce n'était que le début. Les talibans ont lancé des fouilles systématiques. Ils entraient dans les maisons de Mazar-i-Sharif, armes au poing. La moindre infraction entraînait une sanction immédiate. Une femme surprise à quelques pas de sa porte sans accompagnateur ne recevait aucun avertissement. Elle était punie sur le trottoir. Les places publiques ont changé de fonction. La zone autour de la célèbre mosquée bleue et la place Shah Arsu se sont transformées. À première vue, la place de la mosquée bleue restait un lieu de prière historique. Mais en réalité, c'était devenu une scène d'exécution publique quotidienne. Les habitants qui partaient faire leur marché revenaient traumatisés. Ils voyaient les châtiments corporels. On entend le sifflement du fouet fendre l'air en plein jour. Personne n'osait intervenir. La peur paralysait la foule. Pendant ce temps, à Kaboul, la terreur a changé d'échelle. Le stade de la ville ne servait plus au sport. La caméra capture des gradins pleins à craquer. Des milliers de personnes s'y entassaient. Ce n'était pas par curiosité. La présence était obligatoire. Les talibans exigèrent des spectateurs pour leur sentence. Un cas précis a marqué les mémoires. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été traînée au centre du terrain. L'accusation était l'adultère. Le châtiment infligé était d'une telle violence que même certains partisans du régime ont détourné le regard. Ils ont avoué plus tard, en privé, leur malaise face à cette scène. Mais leur gêne n'a rien changé. Le système est resté inflexible. L'étau se resserrait partout. À Héra, les accusations étaient différentes, mais tout aussi absurdes.
Des femmes ont été arrêtées pour avoir cousu des vêtements jugés inacceptables par la milice. D'autres prenaient des risques immenses. Elles organisaient des groupes d'études clandestins dans des sous-sols. Elles tentèrent de sauver leur éducation. Quand elles étaient reprises, la punition était publique et impitoyable. L'année 1999 a marqué le verrouillage total. Les talibans contrôlèrent désormais la quasi-totalité du pays, à l'exception de quelques poches de résistance au nord. Avec un tel territoire sous leurs bottes, ils ont durci les règles. Le temps des avertissements ou de la pression communautaire était révolu. Ils appliquaient la charia sans hésitation. La ville de Jalalabad est devenue un laboratoire de cette répression stricte. Les commandants locaux imposaient un code vestimentaire millimétré. Si un tissu ne couvrait pas assez, la femme était arrêtée sur le champ. Le département pour la promotion de la vertu a reçu les pleins pouvoirs. Ces officiers ne se contentaient plus des checkpoints ou des marchés. Ils ne frappaient plus aux portes. Ils entraient sans préavis. Ils cherchaient la moindre preuve de désobéissance. Les anciennes professionnelles étaient des cibles prioritaires. Les ex-enseignantes et les anciennes policières vivaient sous surveillance constante. Pour le régime, ces femmes représentaient le passé, et ce passé devait être effacé par la force. 3 millions de personnes. C'était le chiffre officiel de la famine qui s'abattait sur le pays. La sécheresse a frappé les provinces de Badghis, Ghor et Faryab avec une violence inouïe. Les champs, autrefois fertiles, se sont transformés en terre craquelée. À l'image, des étendues de poussière grise là où poussaient les récoltes. Les greniers étaient vides. Les familles qui vivaient de l'agriculture ont tout perdu en quelques semaines. Pourquoi les femmes ont-elles été les premières victimes? Elles étaient déjà bannies de la vie publique. Mais la faim a rendu leur isolement mortel. Sans revenus et sans liberté de mouvement, elles ne pouvaient pas réagir. Chaque tâche domestique devenait un risque vital. Dans les maisons, la survie s'organisait. Les femmes tentaient de décrocher de petits travaux pour ne pas mourir de faim. Certaines quittèrent leur domicile avant l'aube. Elles marchaient vite, rasant les murs pour acheter du pain ou puiser de l'eau au puits public. D'autres restaient enfermées. Elles vendèrent du pain cuit au four ou des vêtements faits main à leurs voisins directs. Tout se passait dans le silence. Mais les patrouilles talibans étaient partout. Les officiers ont intensifié la répression. Pour eux, la sécheresse exigeait une discipline de fer. Ils contrôlaient chaque mouvement à l'extérieur des foyers. Une femme surprise dans la rue sans permission était coupable, peu importe si elle cherchait simplement à nourrir ses enfants. La sanction était immédiate. La situation a empiré. À Kandahar, la police religieuse a frappé fort. Plusieurs femmes avaient tenté de travailler comme couturières depuis leur salon pour gagner quelques pièces. Les commandants locaux ont découvert l'activité. Ils ont considéré que ce travail constituait un acte de désobéissance. Les femmes ont été punies sur le champ. À Herat, un petit groupe a pris encore plus de risques. Elles se réunissaient secrètement pour des cours d'alphabétisation. Elles espéraient apprendre assez pour aider leur famille à gérer la crise. À première vue, une simple réunion de voisines, mais en réalité, une menace directe pour l'ordre établi. Quand les officiers ont localisé la maison, ils n'ont pas hésité. Les femmes ont subi une punition publique. C'était un avertissement brutal envoyé à tout le quartier. Personne n'a osé intervenir. À Kaboul, le scénario s'est répété. Une ancienne femme médecin a essayé de soigner un enfant malade chez elle. La famille de l'enfant n'avait pas l'argent pour voyager. Les officiers ont appris l'existence de cette consultation. Ils ont puni le médecin pour avoir exercé sans autorisation officielle. Sur la bande, on voit des visages fermés et des rues désertes. Pourtant, des désaccords commençaient à naître au sein du commandement taliban. Certains leaders interprétaient la sécheresse comme un signe divin. Selon eux, le peuple manquait de piété et nécessitait une discipline plus stricte. Les commandants radicaux exigeaient un contrôle total. D'autres chefs étaient inquiets. Ils craignaient que la sévérité des punitions en pleine famine ne retourne la population contre eux. Mais les radicaux imposaient leurs lois. Ils ont étouffé toute opposition interne. Les débats ont cessé. Les sanctions ont augmenté. Le nombre de femmes battues en public a explosé. La terreur s'ajoutait à la faim. Les familles n'avaient plus d'autre option que la fuite. On entend le bruit des camions chargés de réfugiés qui partent vers la frontière. Des milliers de personnes ont pris la route vers le Pakistan ou l'Iran. Les villages se sont vidés un par un. Les habitants cherchaient de la nourriture et un peu de sécurité. L'exode avait commencé. Le 11 septembre 2001. Cette date a suffi pour changer la face du monde en une seule nuit. La pression internationale s'est immédiatement braquée sur les talibans. Les ultimatums ont fusé.
Quelques semaines plus tard, les premières frappes aériennes commençaient. Le bruit des avions a remplacé le silence de l'oppression. Dès la mi-octobre, les villes clés ont commencé à tomber, une par une, comme des dominos. Kedat a cédé en premier, au début du mois de novembre. Puis, le 13 novembre 2001, Kaboul est tombée. La capitale était libre. En décembre, c'est Kandahar, le berceau historique du mouvement, qui a fini par hisser le drapeau blanc. Pourquoi le régime s'est-il effondré si vite? Ils avaient mis 5 ans à bâtir leur système de terreur. Il a été balayé en quelques semaines. Mais ce n'était pas une retraite ordonnée, c'était le chaos. Dans les rues, la panique régnait. Les combattants ne se contentaient pas de fuir. Ils brûlaient les preuves. Une odeur de papier calciné flottait dans les bureaux administratifs. Les archives de la police religieuse partaient en fumée. De nombreux châtiments infligés durant cette période n'ont laissé aucune trace écrite. Pourtant, les survivants racontent tous la même scène. À Kaboul, alors que les troupes du Nord approchaient, les officiers talibans ont précipité une dernière vague de punitions publiques. Ils n'avaient plus le temps, mais ils prenaient le temps de frapper. Des femmes tentaient de quitter la ville pour échapper au bombardement. Les talibans les arrêtaient au barrage. Accusation immédiate, violation des règles vestimentaires ou de déplacement. Sur les places publiques, la scène était surréaliste. Des femmes étaient battues devant des foules rassemblées à la hâte. Les gens regardaient, tétanisés, sans savoir si les bourreaux seraient encore là le lendemain. Puis, tout a basculé. Le régime est tombé. Le silence a laissé place aux murmures, puis aux cris de joie. Pour la première fois depuis des années, des femmes ont franchi le seuil de leur porte, sans permission, sans tuteur masculin. Les écoles de filles, cadenassées depuis une demi-décennie, ont rouvert leurs grilles. On entendait de nouveau des voix féminines dans les couloirs. Les bureaux gouvernementaux ont rappelé leurs anciennes employées. Dès l'an 2002, les femmes étaient de retour. Elles remplissaient les hôpitaux, les universités, les cabinets d'avocats et l'administration publique. Mais l'Afghanistan est un pays complexe. À première vue, une nation en pleine reconstruction. Mais en réalité, 2 mondes parallèles qui s'ignoraient. Entre 2002 et 2020, le pays s'est fracturé. Dans les grandes villes comme Kaboul, Herat ou Mazar-e-Sharif, la vie avançait. La technologie arrivait. L'espoir semblait tangible. Mais dès qu'on s'éloignait des centres urbains, l'histoire changeait brutalement. Dans les zones rurales, les combats n'ont jamais vraiment cessé. Les talibans se sont repliés, ont pansé leurs plaies et ont attendu. Après 2005, ils ont commencé à reprendre du terrain. Ils ne contrôlaient pas encore les mairies, mais ils contrôlaient la peur. Ils ont instauré des tribunaux de l'ombre. Dans les provinces du Helmand, de l'Uruzgan, de Kunduz, de Ghazni et de Paktika, une justice parallèle s'est mise en place. Pas d'avocats, pas d'appel. Juste des juges religieux appliquant les codes stricts des années 90. À l'image, des hommes armés assis en cercle dans la poussière dictant la loi. Et comme toujours, les femmes ont été les premières cibles. Les exemples sont nombreux et documentés. En 2010, dans la province de Kunduz, une femme a été condamnée. Son crime, avoir parlé à un homme qui n'était pas de sa famille. La sentence a été immédiate. En 2012, dans la province de Parwan, une autre femme a été traînée devant un groupe de talibans. Accusation liée au mariage. On entend le claquement sec des coups, ou pire, d'une arme à feu. La situation a continué de se dégrader. En 2015, dans le Badakhshan, une femme tentait simplement de fuir un mari violent. Elle pensait trouver refuge. Elle est tombée sur une patrouille de combattants locaux. Ils ne l'ont pas protégée. Ils l'ont punie pour sa fuite. Ces incidents n'étaient pas des cas isolés. C'était un signal. Le monde pensait que le chapitre le plus sombre était clos. Les diplomates parlèrent de progrès. Mais pour des milliers de femmes afghanes vivant loin des caméras de Kaboul, la réalité était terrifiante. Le passé n'avait pas disparu. Il rampait lentement pour revenir à la surface. Le 15 août 2021. C'est la date précise où tout a basculé. Les combattants talibans sont entrés dans Kaboul sans rencontrer de résistance. Le gouvernement ne s'est pas contenté de tomber. Il s'est volatilisé en quelques heures. Le président Ashraf Ghani n'a pas organisé de défense. Il a pris la fuite le jour même, laissant derrière lui des millions de citoyens sous le choc. À l'image, le chaos total. Les rues se sont remplies d'une foule paniquée. Des familles entières couraient vers l'aéroport, espérant monter dans un dernier avion. Elles ne fuyaient pas seulement une armée, elles fuyaient le retour d'un système brutal. Pourquoi 20 ans de progrès ont-ils disparu si vite? L'effondrement était total.
La peur du passé était plus forte que les promesses de l'avenir. Le changement a été immédiat. Quelques jours après la chute, les premiers ordres sont tombés. Les femmes ont reçu la consigne de ne plus sortir. Un mois plus tard, les grilles des lycées pour filles se sont refermées. C'était la fin de l'éducation secondaire. Ce n'était pas une simple pause administrative, c'était une purge professionnelle. Les femmes travaillant pour les chaînes de télévision, les ministères, les banques ou les ONG ont reçu un ultimatum. Cesser le travail ou attendre des instructions qui ne viendraient jamais. 20 années d'avancées sociales ont été effacées en un claquement de doigts. Au début, les talibans ont joué la carte de la diplomatie. Ils ont promis au monde une version modérée de leur régime. Ils ont juré qu'il n'y aurait pas de châtiment public, mais ceux qui avaient vécu les années 90 connaissèrent la vérité. Ces promesses n'étaient que du vent. Les signes de l'ancien régime sont réapparus très vite. Des patrouilles ont commencé à interroger les femmes dans la rue. Les commandants locaux ont imposé des codes vestimentaires stricts. La peur est revenue s'installer dans chaque foyer. À première vue, un calme apparent régnait. Mais en réalité, la répression s'organisait dans l'ombre. Les châtiments ont recommencé discrètement. En décembre 2021, dans la province de Gore, les premiers coups de fouet ont été distribués. Le motif ? Des crimes moraux. Les accusations étaient floues. Les femmes n'avaient aucun moyen de se défendre. Les familles qui voulaient intervenir ont reçu des menaces claires. Le silence était obligatoire. La situation s'est aggravée. En janvier 2022, à Kandahar, la justice a changé de visage. Les punitions n'avaient plus lieu en privé, mais à l'intérieur de la grande mosquée, juste après la prière du vendredi. Les fidèles ont reçu l'ordre de regarder. En mars 2022, dans la province de Takar, une femme a été punie pour avoir violé les règles du mariage. Chaque coup de fouet envoyait un message au reste du pays. Le système était de retour, identique à ce qu'il était 30 ans plus tôt. Mais ce n'était que le début. Le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, a tranché. Il a donné un ordre direct à tous les gouverneurs provinciaux, l'application totale et immédiate de la loi islamique selon leur interprétation stricte. Fini les hésitations. Les châtiments publics devaient reprendre sans délai. Les commandants locaux ont obéi avec zèle. Ils voulaient prouver leur loyauté. Chaque mois de l'année 2022 a apporté son lot d'incidents. En novembre, les places publiques de Logar, Kapisa et Parwan se sont transformées en tribunaux à ciel ouvert. Sur les vidéos amateurs, on voit des foules immenses, des hommes, des femmes et même des enfants forcés d'assister au supplice. Certains condamnés ont reçu plus de 100 coups de fouet. L'événement le plus marquant a eu lieu le 7 décembre 2022. Province de Farah. Le stade local ne servait plus au sport. Plus de 1000 personnes se sont entassées dans les gradins. Les officiels talibans ont amené plusieurs hommes et femmes au centre du terrain. Le spectacle a duré des heures. Ce n'était pas improvisé. L'événement avait été annoncé à l'avance pour garantir une audience maximale. Après cela, le doute n'était plus permis. L'année 2023 a confirmé le verdict. L'Afghanistan est devenu le pays le plus restrictif au monde pour les femmes. Les châtiments publics sont devenus la norme à Bamiyan, au Nouristan et à Badghis. Les femmes qui étudiaient l'ingénierie, le journalisme, la médecine ou le droit sont désormais enfermées chez elles. Elles avaient passé des années à construire une carrière. Elles ont tout perdu en quelques mois. L'espoir s'est éteint avec chaque nouvelle interdiction et le monde a observé une réalité brutale. Ce n'était pas un nouveau système, c'était la copie conforme de l'ancien. La mécanique de la punition est parfaitement huilée. Rien n'est spontané. Plusieurs entités font tourner la machine, le ministère de la promotion de la vertu, les commandants de district et les juges religieux. On entend le bruit des bottes dans la rue, les agents patrouillent. Dès qu'un cas est signalé, la police religieuse saisit l'accusé. Il est conduit devant un juge choisi par les talibans. À l'image, une femme seule face à ses juges. Elle n'a pas d'avocat, pas de défense, pas de voix. La décision tombe rapidement. Les familles se taisent pour ne pas subir le même sort. Cette structure est restée intacte depuis les années 90. Le même schéma se répète encore et encore. Et comme toujours, ce sont les femmes qui perdent le prix fort, car les règles dictent désormais chaque seconde de leur existence.